Face au racisme, à l'antisémitisme ou aux discriminations, il ne suffit pas de s'indigner, il faut comprendre. Dans le podcast À pleine voix, je donne la parole à des historiens, sociologues, économistes, avocats ou encore des humanitaires qui nous aident à poser les mots justes sur ces réalités, à décrypter les mécanismes mis en œuvre, à mieux comprendre les différences, à déconstruire les préjugés et à enrichir notre regard pour ouvrir des pistes de réflexion. Parce que mieux comprendre, c'est déjà mieux vivre ensemble, À pleine voix, le podcast de SOS Racisme Moselle, vous donne les clés du débat. Je suis Catherine Gervaise, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous avez entendu le podcast, l'introduction du podcast qui s'appelle À pleine voix, et là à l'écran vous avez Voix d'ici, Voix d'ailleurs, parce qu'en fait j'anime 2 podcasts. Le podcast Voix d'ici, Voix d'ailleurs, c'est un podcast qui raconte des histoires de personnes qui ont vécu du racisme ou observé du racisme, qui racontent un peu des histoires de vie. Et À pleine voix, c'est un podcast qui décrypte, en fait, qui explique les mécanismes et qui dans lequel je reçois, comme je l'ai dit, des spécialistes. Et aujourd'hui à Rennes, merci d'ailleurs pour l'invitation de cet enregistrement. Je reçois Milena qui est responsable de la communication chez SOS Racisme France. Et donc c'est l'occasion de décrypter justement cette structure SOS Racisme qui est particulièrement importante pour lutter justement contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, à un moment où en France, mais ailleurs aussi dans le monde, ce sont des phénomènes qui s'amplifient de plus en plus, et c'était important de comprendre. Et donc merci Milena d'être présente aujourd'hui à Rennes et d'avoir fait le déplacement pour venir nous rencontrer et parler de racisme. Alors, comme je le disais, ce podcast est enregistré habituellement en Moselle et donc à Metz, qui est la capitale de la Moselle. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être présente ici. Alors, Milena, peut-être que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu SOS Racisme France. C'est quelle association, comment ça fonctionne, surtout ses objectifs, peut-être quelques chiffres aussi. Voilà, raconte-nous un petit peu SOS Racisme. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. J'ai pas trop l'habitude, en vrai, de faire ce genre de choses. D'habitude, c'est plutôt moi qui est derrière les caméras. Donc, merci d'être indulgent. En tout cas, donc pour présenter un petit peu l'association, donc SOS Racisme, c'est une association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme depuis les années 80, sous à travers divers moyens d'action. Donc le premier moyen d'action, c'est notre pôle juridique. Donc on a un service juridique qui du coup propose des permanences aux victimes de racisme et d'antisémitisme. Donc c'est des permanences téléphoniques où les personnes peuvent donc nous appeler, même nous envoyer des mails, et de temps en temps également en physique, pour qu'on puisse les orienter sur leurs droits, parce qu'on sait que malheureusement il y a une méconnaissance des droits sur ces sujets-là. Donc ça nous permet de aussi les accompagner dans un contentieux si c'est leur volonté, par exemple, de porter plainte. On peut se porter partie civile également dans leur plainte. Donc il y a toute une équipe de salariés et de militants qui nous aident aussi sur cet aspect juridique. Donc on a également un pôle éducation populaire où on va dans les classes, tout simplement, donc dans les collèges, les lycées, mais on fait aussi des formations pour les adultes. L'idée, c'est de sensibiliser à ces enjeux-là parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais aussi d'ouvrir des espaces de parole avec les jeunes qui n'ont pas toujours l'occasion de parler, en tout cas quand c'est des jeunes racisés, de parler de ces sujets-là ou de parler de leur vécu en tant que personnes racisées, et sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément directement concernées par le racisme ou l'antisémitisme, mais qui ont besoin aussi d'en apprendre plus, parce que l'objectif, c'est toujours de promouvoir l'égalité, le vivre ensemble. Et le troisième moyen d'action, donc les mobilisations citoyennes, les manifestations, aller coller, tracter. Donc ça, c'est un aspect très militant. Et également les événements culturels. Donc ça, c'est un petit peu historique chez SOS Racisme. L'organisation de grands concerts, d'événements
voilà, où on passe aussi par la culture, qui est un vecteur aussi de vivre ensemble, de fraternité, pour lutter contre le racisme. Donc voilà, on est organisé en divers comités locaux. Donc il y a SOS Racisme National, donc comme le disait Catherine tout à l'heure, donc c'est SOS Racisme France. Mais on a des comités en local, donc par exemple SOS Racisme Moselle, on a également SOS Racisme Île-de-France, Lille, Montpellier, Lyon. On a à peu près une trentaine de comités locaux à différents stades de construction, parce qu'il y en a qui sont très très récents, il y en a qui sont établis depuis des années. Je pense notamment au comité de Bordeaux par exemple, qui est l'un de nos plus vieux comités chez SOS Racisme. Et pareil, le comité Moselle qui est quand même bien implanté, mais il y a des comités qui sont très récents, donc notamment le comité de Rennes qu'on est en train d'essayer de reconstruire en ce moment. Voilà. Et justement, quelqu'un connaît SOS Racisme France, vous connaissez cette structure, et SOS Racisme Rennes ou Ille-et-Vilaine, c'est peut-être encore justement une structure qui est en cours de montage en fait, en cours de de création, donc pas encore très active. Oui, en fait, il fut un temps, il y avait un comité actif, mais voilà, le militantisme, c'est toujours par période. Il y a des personnes qui peuvent s'engager sur un temps. Ensuite, après, elles ont des impératifs familiaux ou professionnels et malheureusement, elles ne peuvent plus s'engager sur un moment donné. Donc voilà, des fois, les comités, ils se renouvellent, ce qui est une bonne chose aussi. Mais donc, sur le comité SOS Racisme Rennes, on est encore en train de le reconstruire. On a fait plusieurs sessions de tractage à l'université, etc. Puisque SOS Racisme, ça reste une association majoritairement, en tout cas, de jeunesse. Donc, on cible beaucoup les jeunes, mais c'est bien sûr ouvert à tout le monde tant que les personnes veulent lutter contre le racisme, lutter contre l'antisémitisme, pour l'égalité. C'est vrai que c'est compliqué parce que je vois pour SOS Racisme Moselle, ça fait maintenant peut-être bien 3 ans qu'on est très actif en fait, avec beaucoup d'actions dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, justement pour sensibiliser, comme tu le disais, au racisme, à l'antisémitisme. Mais ça demande beaucoup d'énergie, évidemment, beaucoup de bénévoles, et c'est pas si simple de faire ça. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs ce podcast, pour essayer de sensibiliser un peu plus et de trouver aussi peut-être plus d'adhérents. D'ailleurs, j'espère qu'à la fin, vous serez tous adhérents de SOS Racisme à la fin de ce podcast. Très bien. Et est-ce que, par exemple, tu peux nous dire sur les actions justement en justice, ça c'est extrêmement important. Je vois c'est parfois compliqué que les personnes fassent le pas, même si elles sont victimes d'actes bien précis de racisme ou d'antisémitisme, puisque je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est puni par la loi. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir à un moment donné faire le pas, d'aller en justice, mais c'est compliqué. Nous, on a un avocat, par exemple, qui s'occupe vraiment d'aider et puis après de faire les plaidoiries, etc., pour faire les actes en justice. Au niveau national, on sait un petit peu combien il y en a ou comment ça marche? Nous aussi, on a des avocats qui travaillent pro bono, donc gratuitement pour SOS Racisme, dans une logique d'engagement et de militantisme aussi, parce que c'est des sujets qu'ils trouvent d'une importance capitale. Effectivement, c'est très difficile aujourd'hui de condamner le racisme par la loi, même si on a une des meilleures législations en Europe sur ces questions-là. En fait, la France a de très bonnes lois. On sait aujourd'hui que, par exemple, la discrimination à l'embauche ou au logement, c'est puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais quand on regarde en 2021, il y a eu 0 condamnation. Pourtant, on sait qu'il y a de quoi condamner malheureusement en France aujourd'hui. On le sait comment, parce qu'on fait des testings. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode-là. Justement, raconte-nous un petit peu. Ouais, donc ça c'est une méthode d'ailleurs, c'est l'une de nos victoires à SOS Racisme qui a été importée des États-Unis dans les années 2000. En fait, l'objectif, parce que souvent quand on est victime de discrimination, c'est très dur de le savoir. En fait, on peut pas, il n'y a pas vraiment de moyen d'être sûr à 100%, même si au fond on le sait toujours, je pense. Le testing, l'idée c'est de pouvoir prouver que cette discrimination a bien eu lieu. Donc, il y a diverses méthodes et divers secteurs dans lesquels on peut tester. Donc, par exemple, à l'emploi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer 2 CV identiques
par exemple un CV avec un nom à consonance plutôt européenne, un CV avec un nom à consonance plutôt maghrébine par exemple, et on va voir si l'un des deux CV obtient une réponse positive ou un entretien et l'autre non. L'idée c'est de pouvoir bien sûr, c'est pas que à travers un seul testing qu'on peut prouver que la structure fait de la discrimination, mais nous on le fait en grand nombre. Vous avez peut-être entendu parler, ça a été assez médiatisé quand même, qu'il y avait une agence immobilière sur 2 qui discriminait des personnes noires ou arabes à la location d'un logement. Ça, par exemple, c'était un testing d'SOS Racisme. Donc effectivement, ce qu'on a fait là pour le coup, c'est une méthode de testing inversée. Donc on s'est fait passer pour des propriétaires en disant voilà, nous on est propriétaire d'un logement, mais on veut le louer qu'à des personnes européennes. Voilà, donc nos militants ont fait cet exercice-là d'appeler diverses agences immobilières, etc. Malheureusement, on se rend compte que quand même 50%, enfin un petit peu moins 49,7%, ça reste énorme, d'agences immobilières soit acceptent de discriminer en disant oui, on va faire le tri pour vous, soit délèguent la responsabilité de la discrimination aux propriétaires en disant non mais c'est illégal, nous on peut pas le faire, mais après vous pouvez discriminer. Alors qu'en réalité la bonne réponse c'est de vraiment dire que c'est illégal et d'être dans un procédé de même dénoncer le propriétaire qui serait susceptible de faire ça. Ouais. Nous on l'a déployé en Moselle, du coup on a fait aussi cette même action de testing immobilier. Et c'est vrai que il y avait je ne sais plus mais au moins 7 ou 8 agences qui acceptaient en fait la volonté du propriétaire de ne pas louer à des personnes d'origine étrangère, en tout cas avec des noms à consonance étrangère. Et donc c'était intéressant parce qu'on a pu avoir beaucoup d'articles de presse par exemple sur le sujet, et aussi de sensibiliser les agences pour leur expliquer, parce que c'est pas forcément parfois c'est aussi de la méconnaissance, voilà, peut-être tout simplement. Donc d'expliquer pourquoi la loi, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Qu'est-ce qui est obligatoire. Ça, c'est que je trouve que c'est vraiment des opérations de testing comme ça sont très intéressantes. Ouais, ouais, parce que l'objectif du testing à la fin, c'est aussi de condamner bien sûr les structures qui font de la discrimination quand elles le font sciemment, parce que il y en a effectivement, c'est un manque de connaissances juridiques, ou des fois, parce que des fois on tombe sur des stagiaires aussi qui répondent au téléphone et entre guillemets elles savent pas trop quoi répondre, etc. C'est déjà arrivé. Mais des fois il y a une connaissance aussi de la loi et en fait de comment la contourner. Nous on a eu des fois des audios où ils disent on va le faire mais vous savez c'est illégal donc on peut pas le mettre par écrit. Donc c'est qu'ils sont vraiment conscients que c'est illégal mais qu'ils veulent pas perdre forcément une vente ou ils sont dans une logique plutôt du profit, etc. Après, l'objectif, c'est de interpeller les pouvoirs publics. L'idée, c'est de condamner, évidemment, mais c'est aussi pourquoi, en France, tout simplement, il y a eu 0 condamnation en 2021. Pourquoi, en fait, l'État aussi délaisse totalement ces sujets. Et au final, évidemment qu'il y a une impunité et donc les agences immobilières, les agences d'intérim, les employeurs, même les videurs devant les boîtes de nuit, etc. En fait, ils se sentent dans le droit de faire un tri comme ça entre les différentes personnes. Donc oui, l'objectif, c'est de sensibiliser, comme tu l'as dit, d'interpeller, etc. Est-ce que dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui justement ont vécu ça ou ont observé ça et qui voudraient aussi pouvoir dire quelque chose? Oui, tu voudrais pouvoir parler? Je crois qu'il y a un micro dans la salle. Merci. Bonjour, je m'appelle Carole Denis et comme vous pouvez l'entendre, mon nom et mon prénom sont franco-français et il m'est arrivé de me présenter à l'embauche suite à un rendez-vous qui m'avait été donné pour une interview et qu'il y ait plusieurs personnes dans la salle et que la personne déboule en donnant mon nom, mon prénom et que je fasse signe et qu'elle me regarde en mode « c'est pas possible » et qu'elle se retourne vers quelqu'un d'autre et qu'elle répète mon nom et mon prénom. Écart entre... et je sais que l'embauche ne va pas être faite quand bien même je suis qualifiée pour le poste. Et par exemple, pour les logements, quand je cherchais un logement avec mon mari, qui est blanc, il fallait impérativement que je vienne avec mon mari. Sinon, non.
je ne Ça pouvais marche pas avoir. Voilà. Comme quoi, c'est bien réel. Donc, les actions de SOS Racisme sont nécessaires pour essayer de lutter contre ça. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très bien. Peut-être tu peux. Est-ce que au niveau national, on a une idée du nombre d'adhérents, par exemple, SOS Racisme? Je ne sais pas si tu as ça en tête. En fait, c'est assez compliqué de quantifier dans le sens où on a un nombre d'adhérents précis, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est beaucoup de jeunes, des fois des très jeunes, des étudiants, voilà, des lycéens même parfois. Et en fait, c'est dur de les faire adhérer. Ils vont pas forcément s'engager de la même manière que d'autres générations. Donc on a 2000 adhérents, mais en personnes vraiment actives, je pense qu'on est à quand même beaucoup plus sur le plan national. Enfin, juste en Île-de-France, on est à 2000. Donc si on prend toute la France, je pense qu'on est à beaucoup plus, mais c'est assez difficile de le quantifier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens, des fois, ils viennent sur une action ponctuelle, des fois, ils viennent sur 2 mois parce qu'il y a une actualité politique très, très forte. Et du coup, après, ils repartent pendant 1 mois et après, ils reviennent. Donc, c'est vraiment aussi, des fois, l'engagement qui est un peu fluctuant. Mais je pense qu'au niveau des sympathisants à notre cause, on est quand même quasiment autour de 80 000. Après, de personnes réellement engagées, je pense qu'on doit être aux alentours de 10 000 qui vont et qui viennent, pas forcément en même temps. Et alors, justement, toi, ton engagement à SOS Racisme, toi, tu travailles à SOS Racisme, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cette structure et ça vient d'où? Peut-être tu peux nous raconter un petit peu aussi ton histoire à toi. Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Milena, donc comme l'a dit Catherine tout à l'heure, et je suis brésilienne. Donc, je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans avec ma maman. Moi, j'ai jamais subi de racisme parce que je suis une femme blanche, tout simplement. Et mais par contre, j'ai pu voir ma maman subir énormément de xénophobie, pas de racisme, mais cette défiance qu'on peut avoir parfois à l'encontre des étrangers parce que la personne a un accent ou parce qu'elle n'a pas les mêmes codes sociaux, etc. Et mon père également, donc comme ils ont immigré ensemble. Au-delà de ça, je suis une femme tout simplement, donc j'ai subi énormément de discrimination due à ça, donc du sexisme, de la misogynie. Je pense que c'est des combats qui sont très liés. Quand on subit certaines choses, on ne veut pas aussi que d'autres personnes puissent subir des mécanismes similaires. L'idée, voilà, moi j'ai grandi aussi en quartier populaire parce que comme on est arrivé, l'idée de ma mère quand elle a immigré, c'était vraiment de nous offrir un meilleur cadre de vie. Donc on a grandi quand même dans des quartiers, populaire tout simplement, donc où il y avait énormément de précarité et on le sait comment la France est construite aujourd'hui. Les personnes issues de l'immigration, elles sont cantonnées en fait dans ces quartiers-là. Donc moi j'ai pas vécu de racisme, mais par contre j'ai vu énormément de mécanismes que pouvaient subir des personnes qui étaient très proches de moi, des amis, de la famille, etc. Donc c'est des combats, c'est un combat où j'ai toujours été sensible à ce combat-là. Dès mon plus jeune âge, c'est des sujets qu'on abordait énormément avec mes parents. Donc c'est une chance aussi. C'est pour ça que tu as choisi de travailler chez SOS Exactement. Racisme. Ouais. C'est des combats qui me tiennent à cœur et je pense que aujourd'hui il y a une urgence aussi à lutter contre le racisme, à lutter contre toutes les formes de discrimination bien sûr, mais la question du racisme aujourd'hui, elle est très importante parce qu'on voit qu'il y a une montée de l'extrême droite, qu'il y a une libération de la parole raciste. Et donc, pour moi, il y a une urgence aussi à combattre ce fléau dans la société. Et bon, pour citer une antiraciste très connue qui disait que dans une société raciste, il suffit pas d'être pas raciste, mais qu'il faut vraiment être antiraciste. Et donc, c'est dans cette logique-là que j'ai voulu m'engager à SOS. Parce que au-delà, en plus de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, SOS Racisme, en fait, lutte contre toutes les discriminations. On est là aux manifestations du 8 mars, aux manifestations justement au Gay Pride, quand il y a des personnes homosexuelles, des personnes trans, des femmes qui sont attaquées, on est aussi là. Donc
voilà, j'ai retrouvé un peu cette convergence et cette intersectionnalité dans SOS Racisme. Oui, aussi. l'intersectionnalité, c'est vraiment le mot qui caractérise SOS Racisme, parce que on dit SOS Racisme, donc on pense tous au racisme, mais il y a évidemment l'antisémitisme qui est très fort et toutes les formes de discrimination. C'est ça qui est intéressant. Et comme tu le disais, t'es une femme blanche, mais voilà, t'es une femme, donc forcément tu subis des discriminations. Et quand on a d'autres caractéristiques, eh bien, on en subit encore plus, quoi. Donc c'est important de lutter contre toutes ces discriminations. Oui. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est des combats qu'on doit mener ensemble de toute manière, la lutte contre le sexisme, contre la misogynie, contre le racisme. Voilà, c'est des mécaniques de haine. Donc l'idée, c'est de pouvoir les combattre. Et c'est vrai que SOS Racisme propose un cadre d'engagement où on peut faire plein de choses. Je vous ai parlé un petit peu des actions qu'on mène, mais il y en a énormément. Et en fait, chaque personne peut venir avec ses idées et les mettre en place au sein de l'association. Par exemple, nous, un jour, il y a un jeune homme qui a passé la porte de l'association, plutôt du coup SOS Racisme Île-de-France où je travaille, et qui nous a dit, moi, j'ai envie de faire renommer l'avenue Léopold II dans le 16e. Et en fait, c'est scandaleux qu'aujourd'hui, il y ait une avenue, donc Léopold II, c'est pour expliquer rapidement, c'est l'ancien roi des Belges, donc qui a esclavisé des millions de personnes au Congo et qui a exploité les terres congolaises. Et donc, il y a des personnes qui sont mortes. C'est l'un des premiers scandales humanitaires de l'histoire, en fait, tout simplement parce que il y avait énormément d'exactions, donc ils coupaient les mains par exemple des Congolais c'était pour de l'extraction de caoutchouc à l'époque, parce qu'il y a des arbres au Congo qui produisent du caoutchouc, en tout cas la sève des arbres permet de produire du caoutchouc, et donc ils coupaient les mains des Congolais qui ne rapportaient pas suffisamment de cette sève aux différents responsables de l'ordre colonial sur place, etc. Donc c'était effectivement, c'est très très grave qu'aujourd'hui à Paris il y ait une avenue qui porte son nom pour aucune autre raison que celle-là. Donc on s'est mobilisé à ses côtés pour faire renommer cette avenue, et donc il est venu lui avec son projet et on l'a accompagné. Donc c'est ça que j'aime bien à SOS, c'est qu'on peut venir. Ça a marché, c'est réalisé. C'est en cours. C'est en cours, et en fait on a interpellé les différents candidats à la mairie de Paris, parce que ça a commencé pendant la période des élections. Et on a avant les élections, on a obtenu la promesse de monsieur Emmanuel Grégoire, qui du coup a été élu maire maintenant, qu'il allait renommer cette avenue. Donc c'est en bonne voie en tout cas. D'accord. Alors sur le fil de l'émission, il y a deux questions. Du coup, je vais peut-être te les poser, Milena. Il y a une question qui concerne alors les discriminations au Brésil. Alors je ne sais pas si tu suis l'actualité au Brésil. Et on nous demande est-ce que ces discriminations sont toujours tenaces, notamment pour les communautés portugaises justement. Est-ce que toi tu sais un peu ce qui se passe au Brésil? Quand il dit les communautés portugaises, il parle de quoi exactement? J'ai pas trop. Enfin bon, après je demande s'il y a des discriminations en fait au Brésil. Oui, évidemment. Enfin, c'est des choses qui sont. Enfin, en fait, ce qui est particulier, c'est pas du tout les mêmes mécaniques qu'en France, parce qu'en France, l'histoire coloniale fait que la France est le pays colonisateur. Donc, il y a une histoire par rapport à ça dans le racisme qu'on peut percevoir en France. Au Brésil, c'est différent parce que l'esclavage s'est produit sur notre sol, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que les populations, elles étaient séquestrées de leur terre natale, donc en Afrique, et amenées au Brésil. Donc, déjà, il y a un grand mélange de populations au Brésil. Donc, il y a par exemple, on est le plus grand pays on est le pays avec la plus grande population noire en dehors de l'Afrique. Donc, il y a énormément de diversité, beaucoup de mélanges culturels, ethniques, etc. Donc les mécaniques sont pas les mêmes, mais ça n'empêche pas que malheureusement le racisme soit toujours extrêmement présent. Déjà la question des inégalités aussi, parce que on voit au Brésil une vraie scission, une vraie fracture en fait entre les différentes populations. Enfin, je pense que vous avez tous vu les images avec les bidonvilles d'un côté, et on voit vraiment une ligne qui délimite les quartiers riches des quartiers pauvres. Et la réalité, c'est qu'on voit quand même que les populations racisées
bien sûr, ça commence à évoluer parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, mais les populations racisées sont quand même majoritairement pauvres dans certaines grandes villes du Brésil, comme à Rio par exemple. Voilà, donc il y a toujours énormément de racisme. Je pense que vous avez peut-être aussi vu qu'il y a une députée brésilienne d'extrême droite qui a fait un blackface au Parlement brésilien. Alors c'était le combo gagnant. Alors blackface, en fait, tu peux peut-être expliquer. Ah oui, un blackface, c'est le fait pour une personne blanche ou enfin voilà une personne non noire en tout cas de se peindre le visage en noir, donc de se grimer en noir dans le but de moquer les personnes noires. Là, l'objectif de cette députée, c'était en fait, nous on a une députée brésilienne qui est une femme trans. Et elle, en fait, elle dénonce un petit peu, elle est totalement transphobe en fait, et elle voulait se moquer de cette femme en disant, c'est pas parce que je me peins le visage en noir que je sais ce que c'est d'être noir, c'est pas parce que t'es une femme trans que tu sais ce que c'est être une femme. Donc en gros, c'était ça le propos. Donc combo gagnant, transphobe et raciste, mais pas très étonné de la part de l'extrême droite brésilienne malheureusement. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont toujours très présentes, mais quand même avec un débat public qui est peut-être plus ouvert à parler de cette question, que ce soit sur le plan médiatique. Voilà, comme c'est des sujets qui concernent une grande majorité de la population brésilienne, en fait, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc., c'est des choses dont on parle beaucoup, quoi. Plus Ce qui est un peu moins le cas en France, je trouve. Oui, oui. Alors justement, on pourrait aborder maintenant par rapport à ce que toi tu fais chez SOS, parce que tu t'occupes donc de la communication et des relations presse, et justement le sujet des réseaux sociaux. On voit bien que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une certaine libération, j'allais dire, où les personnes, puisqu'elles sont souvent anonymes ou en tout cas elles peuvent le faire, elles posent des questions ou elles portent des propos qui sont ouvertement racistes, antisémites ou discriminatoires. Comment la place des réseaux sociaux chez SOS et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comment on travaille par rapport aux réseaux sociaux? Comment on les prend en compte? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis pas très partisane du truc les réseaux sociaux sont dangereux et il y a que du mauvais. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, et on voit aujourd'hui que les jeunes générations, en réalité, elles délaissent beaucoup la télévision pour passer sur les réseaux sociaux, même pour s'informer, avoir connaître l'actualité, se sensibiliser, se politiser, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais effectivement il y a des dangers à ça parce que les réseaux sociaux sont des plateformes qui aujourd'hui ne proposent pas de cadre pour bien lutter contre le racisme et contre les propos racistes en ligne. Donc nous à SOS Racisme, on a plusieurs moyens d'action par rapport à ça. Donc notre pôle juridique, il est très en lien avec les plateformes en ligne, en tout cas celles avec qui on peut être en lien, notamment Meta, où il y a encore un cadre de discussion pour Meta France, parce qu'on parle pas forcément avec les États-Unis, parce que c'est pas très pertinent pour nous, mais Meta France, il y a quand même un cadre de discussion. Snapchat, qui est un réseau pour le coup qui réfléchit beaucoup à la sécurité de ses utilisateurs, donc on avait été pas mal agréablement surpris en tout cas. Bien sûr, on ne va pas discuter avec Twitter et avec X, qui maintenant est détenu par un néo-nazi notoire qui fait des saluts nazis sur scène aux États-Unis. Donc Monsieur Musk, qui pour lui, en fait, son objectif, c'est clairement de promouvoir cette parole raciste. Donc il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. C'est pas qu'il n'y a pas de cadre, c'est juste que c'est ce qu'il cherche, tout simplement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est établir des cadres de dialogue avec ces plateformes-là pour qu'elles puissent mettre en place des choses. Bien sûr, quand il y a des propos racistes en ligne, on les condamne. On a déjà condamné, de manière générale, quand il y a des propos racistes médiatiques, on cherche à les condamner. Donc quand tu dis condamner, ça veut dire que que SOS porte en justice? En justice, exactement. Donc un contentieux. On porte plainte, soit en pénal quand c'est d'ordre pénal, soit en civil, ou on va aussi interpeller l'Arcom, par exemple, s'il y a des propos qui sont tenus à la télévision. Donc l'Arcom, qui est le gendarme, j'allais dire, exactement, de l'audiovisuel. Bon, après, il y a plein de choses à dire sur l'Arcom, mais on saisit quand même toujours l'Arcom sur ces sujets-là, et après on peut aller en pénal.
Pour citer un exemple, par exemple, on a condamné maintes et maintes fois Éric Zemmour pour divers propos, donc comme par exemple quand il a dit que Pétain avait sauvé des juifs français ou que les mineurs isolés étaient des violeurs et des tueurs. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles il a été condamné, et c'était aussi en partie grâce à l'action d'SOS Racisme. Donc pour revenir sur les réseaux sociaux, on condamne évidemment quand les personnes tiennent des propos racistes sur les réseaux sociaux ou antisémites. Et après, l'idée, c'est aussi de faire de ces réseaux sociaux un vecteur de sensibilisation. Nous, on est très actifs sur les réseaux parce que justement, on s'adresse beaucoup à la jeunesse, et on sait que la jeunesse aujourd'hui s'informe sur ces réseaux-là. Donc, quand on va dans les classes, par exemple, s'adresser directement à eux, en fait, quand on investit aussi ces espaces qui sont parfois délaissés par tout un tas d'organisations, malheureusement, on sait que c'est aussi une manière de les sensibiliser à ces sujets. Donc nous, voilà, sur Instagram, vous servez des réseaux sociaux pour justement promouvoir Exactement. les actions, promouvoir le bien par rapport à justement ce qui peut être dit. Voilà. Oui, et est-ce que donc sur les réseaux sociaux, donc c'est Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. aussi. Ah oui, TikTok, bien sûr. Oui. Pour l'instant, on est toujours sur X, mais on publie très peu dessus. L'idée, c'est plus de pouvoir faire de la surveillance. Voilà, il y a beaucoup d'organisations antiracistes pour les droits humains qui ont quitté cette plateforme parce que, comme je vous ai dit, c'est une plateforme qui aujourd'hui est détenue par un néo-nazi, donc on ne veut pas forcément leur donner de l'argent, surtout. Mais nous, on reste dessus parce que, en fait, il y a toujours énormément de personnalités d'extrême droite dessus, et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir surveiller ce qu'ils disent et même déposer des plaintes des fois s'il y a de quoi déposer une plainte. Donc voilà. Il y a aussi, alors là on parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi la télé. Ouais. C'est vrai que on en parlait ce matin avec des gens du festival. On parlait de CNews notamment et d'un certain Pascal Praud qui, dans son émission, met en avant beaucoup de propos et de personnalités qui sont quand même racistes et antisémites. Qu'est-ce que là et alors je sais que Dominique Sopo, qui est le président de SOS Racisme France, intervient régulièrement à la télé ou dans les journaux, etc. Mais est-ce que là il y a quelque chose à faire de particulier? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? Alors CNews, c'est très compliqué parce que c'est un vrai empire médiatique qui est détenu par un milliardaire, donc Bolloré. C'est très complexe parce que je parlais tout à l'heure de l'Arcom et je disais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. En fait, l'Arcom multiplie les amendes contre CNews, mais en fait, ça ne sert à rien parce que c'est justement détenu par l'une des plus grandes fortunes aujourd'hui en France. Donc en fait, ok, on va payer l'amende et quoi? Après, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, parce que du coup, ils peuvent payer, exactement. Donc même le système d'amende en tant que tel favorise finalement les personnes plus riches. Donc du coup, c'est très complexe parce que aujourd'hui, on demande, par exemple, il y a eu une grande mobilisation hier justement à Saint-Denis en soutien au maire Bali Bagayoko qui a été élu, exactement. Donc une grande victoire aussi, je pense, pour la France, qui est tant de maires, surtout en Île-de-France, qui soient issus de la diversité, issus d'une histoire d'immigration. Donc comme Bali Bagayoko, il y a également Bassi Konaté à Sarcelles par exemple, qui a grandi à Sarcelles. Donc c'est des grandes victoires, mais nous n'avons pas été étonnés malheureusement que ces personnalités politiques subissent énormément de racisme. Je pense que vous avez peut-être entendu parler, mais en gros il y a une polémique où il a dit que Saint-Denis était la ville des rois et du peuple vivant, parce qu'il y a énormément de rois qui sont enterrés à Saint-Denis. Et en fait, ouais, exactement. Et ça a été déformé d'abord sur les réseaux sociaux justement. Donc la polémique, elle est partie des réseaux sociaux portés par des personnalités d'extrême droite qui ont dit qu'il avait dit que c'était la ville des Noirs. Et ensuite, ça a été repris à la télévision. D'abord par CNews, parce que voilà, eux, leur objectif, c'est de faire avancer l'agenda politique de l'extrême droite. Donc voilà, eux, ça leur va très bien, ce genre de polémique, pardon. Mais ça a aussi été repris par l'audiovisuel public. Et là, c'est très très compliqué en fait, parce que on se rend compte aussi que par exemple France Info, France 2, France 3, etc. Donc c'est de base l'audiovisuel public normalement est assez clean, en tout cas sur ces sujets-là, ils essayent de l'être, ils mettent en place des garde-fous quand même. Mais malheureusement, en fait, on se rend compte qu'il y a
une telle pression qui émane de ces médias d'extrême droite que les médias qui de base ne sont pas de ces lignes politiques-là, en fait, finissent par reprendre ces polémiques. Parce qu'il y a aussi une logique. Contamine, en fait, ça contamine. Exactement. Petit à petit. Et après, c'est scandaleux qu'ils aient pas vérifié l'information, parce que le travail d'un journaliste de base, c'est de fournir une information de qualité. Donc ils ont rien vérifié du tout, ils ont juste repris ce que d'autres journalistes avaient dit. Et CNews ne cache pas du tout ses pensées politiques, en tout cas quand on voit qu'ils donnent par exemple tribune à Jordan Florentin et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Éric Tegner, exactement, merci. Merci. Éric Tegner, il donne tribune à Tegner ils lui ont donné une émission tout simplement. Donc Tegner, qui est le fondateur de l'ancien média Livre Noir, qui aujourd'hui a été renommé Frontières, et qui est un média d'extrême droite, dont l'objectif était de promouvoir Frontières, dont l'objectif était de promouvoir la candidature d'Éric Zemmour et de diffuser de la parole raciste et antisémite en ligne sur les réseaux sociaux, parce que pour le coup c'est un média qui est surtout présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est scandaleux ce qu'on peut faire après par rapport à ces médias-là. L'idée c'est de déjà dénoncer. Quand on voit que hier il y avait plus de 10 000 personnes devant la mairie de Saint-Denis pour soutenir Bali Bagayoko, déjà c'était vraiment très encourageant, parce qu'on voit que la plupart en fait des gens sont en désaccord avec cette parole-là. En Île-de-France, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes d'Île-de-France. Donc c'est proposer aussi une autre voie, et ça c'est à travers la discussion avec les journalistes. En fait, nous, bien sûr pas avec CNews, mais on discute beaucoup avec d'autres journalistes de l'audiovisuel public, des journaux peut-être plus à gauche comme Libération, l'Humanité, etc., de comment on est en capacité aujourd'hui de proposer une offre médiatique différente. Et ce qu'on veut aussi, c'est que CNews ferme tout simplement, parce que dans un pays républicain et dont la devise est liberté, égalité, fraternité, on n'est pas obligé d'avoir une offre médiatique aujourd'hui comme CNews. L'objectif, c'est vraiment... parce qu'en plus, le problème avec CNews, c'est même pas CNews en tant que tel, c'est que CNews est diffusé sur une chaîne de la TNT. Donc ça, c'est public. Donc c'est-à-dire que on paye aujourd'hui des impôts pour cette offre-là. Donc est-ce que vraiment on veut donner de l'argent et payer pour que ces propos racistes soient diffusés, sachant qu'on voit les conséquences dramatiques que ça a sur la société? Parce que on peut se dire c'est des mots, mais en fait les mots ils finissent toujours par se traduire en actes. Aujourd'hui on voit un retour des crimes racistes en France. Donc je sais pas si vous avez entendu parler de Aboubacar Cissé, Hichem Miraoui. Donc en fait il y a même Jamel Benjabala. D'ailleurs on parlait de non-condamnation, c'est scandaleux parce qu'il n'accepte pas de caractériser le crime comme un crime à caractère raciste, alors que cet homme a été tué par l'ex-conjoint de sa compagne, qui est un néo-nazi notoire et qui lui a roulé 3 fois dessus sous les yeux de sa fille. Donc aujourd'hui, en fait, les conséquences, elles sont réelles, et il y a des gens qui meurent, en fait. Donc c'est comment on est capable, et comment le gouvernement est capable d'aussi se ressaisir et poser une parole claire, une parole antiraciste claire. Et justement, donc il n'y a pas que SOS Racisme, bien sûr. Il y a la LICRA, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a l'Homme Rap, il y a d'autres associations qui luttent sur le même sujet. Est-ce que ça existe quand même depuis longtemps, SOS Racisme, les victoires qui ont pu avoir lieu depuis le début, parce qu'on voit bien que la société est de plus en plus raciste, malheureusement, ou antisémite. Il y a aussi ce sujet-là très très fort. Comment on fait pour lutter, parce que comme tu disais, par exemple pour CNews, on met des amendes, mais ça suffit pas, ils les payent et puis ils s'en fichent. Donc effectivement, ça passe par la loi, ça se passe par des condamnations, etc. Est-ce que tu as quelques cas emblématiques à nous donner? Oui, bien sûr. Déjà, ce que je veux dire, parce que c'est pas très joyeux tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, c'est les combats pour l'égalité de manière générale, que ce soit la lutte contre la misogynie, contre les LGBT-phobies, contre le racisme, contre l'antisémitisme, c'est des combats qui prennent du temps.
malheureusement, parce qu'il y a toujours une forme de résistance en face des personnes qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher, tout simplement. Mais il y a des avancées quand même, des grosses avancées. Il y a notamment, on en avait un petit peu discuté, Vincent Tiberi, qui est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle la droitisation de la France, mythe et réalité. Et en fait, par exemple, bon là on parle de la montée de l'extrême droite qui est une réalité politique aujourd'hui, faut pas se leurrer. Mais à contrario, en fait, Vincent Tiberi montre que la société est quand même de plus en plus tolérante aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passait dans les années 80, les années 90, voilà, il y a quand même une amélioration avec une majorité aujourd'hui qui est au fait du fait que le racisme, en fait, c'est mal, tout simplement, que c'est un délit, que voilà, que c'est pas quelque chose de normal dans une société. Acceptable. Et même dans les plus jeunes, quand on regarde les générations plus jeunes, elles sont quand même beaucoup plus progressistes. Et ce qu'on dit souvent à SOS Racisme, en fait, c'est que quand on regarde les antiracistes des années 80, aujourd'hui, ils seraient considérés comme racistes, par exemple. Donc il y a quand même une évolution positive de la société de manière globale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une montée de l'extrême droite, parce que du coup, on voit qu'il y a des avancées, qu'il y a des victoires, et derrière, il y a une résistance du camp adverse, du camp qui veut promouvoir la haine, parce qu'ils se rendent compte que eux, ils perdent d'une certaine manière aussi le pouvoir sur tout un tas de choses dans la société. Donc, pour parler des victoires concrètes, il y en a eu énormément dans l'histoire des SOS Racisme. J'ai parlé un petit peu des testings tout à l'heure, donc qui aujourd'hui est reconnu comme une méthode de preuve, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc ça, c'était dans les années 2000. Dans les années 2000 aussi, par exemple, SOS Racisme s'était mobilisé contre les tests ADN. Ils voulaient promouvoir, ils voulaient mettre en place en fait pour le regroupement familial des tests ADN pour qu'on puisse prouver que les enfants d'immigrés, dont les immigrés disent que ce sont leurs enfants, sont vraiment leurs enfants. Donc c'est scandaleux bien évidemment. Donc SOS Racisme s'était mobilisé à l'époque pour faire barrage, et le Conseil constitutionnel avait bien vidé d'effectivité ce projet de loi, donc qui n'avait pas été mis en place. Donc ça, par exemple, c'est une victoire. Il y en a énormément aussi des victoires juridiques. Donc par exemple, Tegner a été condamné avec Marguerite Stern, qui avait sur le Média Frontière justement remis au goût du jour le racisme biologique, parce qu'on sait aujourd'hui que ça n'existe pas, hein, les races humaines. Voilà, c'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces au XVIIIe siècle. Ça n'existe pas. On partage 99,99999% d'ADN avec tous les autres êtres humains sur Terre. Donc voilà, la différence entre les êtres humains est minime. Et en fait, Marguerite Stern avait dit que c'était, de mémoire, que c'était dans l'ADN des personnes maghrébines d'être plus violentes ou un truc comme ça. Donc pareil, elle avait été condamnée pour ça. Éric Zemmour également, qui a été condamné à de nombreuses reprises. Et aussi, je pense que on peut parler des séquences politiques. Bon là, c'est peut-être une analyse un petit peu plus longue, mais pendant les législatives, SOS Racisme s'est beaucoup mobilisé dans les différents territoires. On nous promettait quand même une majorité absolue du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas eu lieu, même si bien sûr c'est une victoire qui est un peu mitigée, parce qu'après le gouvernement n'a pas forcément respecté le vote du peuple, etc. Mais voilà, je pense que ça reste une victoire, parce qu'on n'en serait pas au même endroit aujourd'hui dans la société si le Rassemblement national avait une majorité absolue à l'Assemblée et pouvait faire passer tout simplement tous ces projets de loi racistes à l'Assemblée nationale. Donc ça, pareil, que c'est une victoire politique, mais même là, pendant les municipales, on a vu, à Rennes, on n'était pas trop surpris en réalité des résultats des municipales, mais il y a vraiment des villes où il y avait des enjeux où on était très très inquiets. Par exemple à Marseille, où le Rassemblement national était au coude à coude avec la gauche, donc ce qui est historique pour cette ville. Donc nos militants, en fait, ils se sont déplacés assez massivement sur Marseille pour donner un coup de main, aller tracter, etc. Et au final, la gauche a gagné. Donc voilà, c'est des petites victoires comme ça qu'il faut célébrer. Même quand on va dans les classes et que chaque année on sensibilise 20 000 jeunes partout en France, en fait, c'est encore une fois, c'est des victoires que des fois on peut avoir tendance à normaliser ou à minimiser, mais ça reste des victoires.
Et la sensibilisation dans les écoles, c'est hyper important parce que c'est avec les jeunes qu'il faut travailler d'abord. Et ça, on le voit tous les jours quand on est dans les classes. C'est extrêmement intéressant de voir comment les jeunes justement réagissent au départ et à la fin de la séance de sensibilisation. C'est quand même, on se dit qu'on a quand même gagné, on a semé des graines et on a quand même gagné des choses à ce moment-là. Totalement. Très bien, très bien. Alors je vois que ça s'affiche en rouge sur la tablette, donc il va falloir qu'on pense à conclure. Voilà, donc moi je voulais. Alors je sais pas, est-ce que dans le public il y a le temps peut-être d'une question? Est-ce que quelqu'un a une question ou ah oui, devant. Merci. Merci pour vos interventions déjà. Je voulais revenir sur la question des réseaux sociaux et faire un petit pas de côté peut-être, puisque vous parliez des classes justement. On constate notamment que chez les jeunes hommes avec un H minuscule, le fait qu'ils sont de plus en plus exposés à des contenus masculinistes, voilà, et qu'on sait très bien que ce genre de contenu, c'est le premier pas vers d'autres, vers le racisme, l'islamophobie ou ce genre de choses. Et donc en fait, je voulais savoir à quel point, quels étaient les moyens que mettait en jeu SOS Racisme ou les moyens de contrer ce genre de propagande d'extrême droite au final. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un des fléaux qu'on observe dans les classes. C'est vrai que la question de la montée du masculinisme chez les jeunes est très très inquiétante. Nous, en fait, on a plusieurs ateliers et modules d'ateliers dans notre offre pédagogique. On a des ateliers qui sont spécifiques à la lutte contre le racisme, des ateliers qui sont plutôt sur les questions d'immigration, et on a un atelier sur l'égalité femmes-hommes. Et en fait, c'est l'un des ateliers qui est le plus demandé. Donc, on parlait tout à l'heure d'intersectionnalité, et je vous disais que c'était très lié. Un exemple, tout simplement. En fait, c'est très très demandé, surtout dans les classes 5e, 4e, où justement c'est le début de l'adolescence et où les jeunes construisent justement la manière dont ils vont voir la femme, les jeunes hommes du coup, leur vision sur la femme, leur rapport à l'autre genre, etc. Donc du coup, c'est très très important, et je pense que, comme le disait Catherine tout à l'heure, on peut percevoir quelque chose au début d'une intervention et percevoir quelque chose à la fin, et on sent qu'il y a une déconstruction qui est faite. Même si, bien évidemment, on va ressortir de la classe, on va repartir, et l'enfant peut toujours être confronté à ce genre de contenu. Donc c'est aussi pour ça que le travail il se fait à travers différents moyens d'action, à travers le juridique, parce que les contenus masculinistes, etc., effectivement favorisent le racisme, la montée de l'extrême droite, voilà. Donc, comment on parle avec les plateformes pour leur expliquer que ces contenus sont dangereux pour les jeunes, et comment on fait pour qu'ils ne soient plus exposés à ce genre de contenu. Ensuite, dans les classes, comment on vient déconstruire toutes ces petites graines qui ont pu être plantées en fait quand ils ont pris connaissance de ces contenus-là, et leur permettre surtout de réfléchir, parce que l'objectif des ateliers d'SOS Racisme, c'est pas de venir avec notre vérité en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça oui, ça non. En fait, l'objectif c'est d'être dans la réflexion avec le jeune, parce que souvent, surtout dans la méthode la méthode scolaire en France, c'est très descendant. Alors que nous, l'objectif, c'est d'être au même niveau et de se dire que tout le monde a un savoir, et comment on vient réfléchir et développer l'esprit critique des jeunes. Et ça permet d'avoir un bouclier contre justement tout un tas de fake news et de contenus masculinistes qui sont diffusés sur les réseaux, quoi. Et l'esprit critique, je pense, c'est la base de tout. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous tous, puis en ligne aussi. Et puis, évidemment, vous pourrez retrouver tous les épisodes de SOS Racisme Moselle sur Instagram, par exemple, avec les liens. Ça s'appelle Podcast Moselle. Et donc, vous aurez la liste de nos invités, qui ont déjà été réalisés. Merci beaucoup. Et merci. Puis, bonne suite de festival. Merci. Been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs. Yes, ma'am.